Bonjour à tous. Nous voilà donc sur le chapitre 17 qui est la stratégie de synthèse et la sélectivité. Donc on reste dans la chimie et on fait ce qu'on appelle de la chimie organique. Alors dans la chimie organique, c'est généralement lié à la synthèse en effet. Donc la synthèse, c'est la fabrication de nouveaux produits. Donc on va utiliser des réactifs, on va mélanger ces réactifs de manière à faire une réaction chimique qui va produire un nouveau produit. Et donc c'est bien sûr ce processus qui est utilisé dans ce qu'on appelle la chimie de synthèse, donc la fabrication de nouvelles espèces ou alors d'espèces que l'on peut trouver dans la nature mais qu'il est plus rentable ou plus économique de façon environnementale de fabriquer chimiquement. Lorsqu'on fait de la stratégie de synthèse, il faut bien sûr faire attention à la sécurité. Donc bien évidemment, par rapport aux réactifs que l'on utilise, qui sont souvent des réactifs qui sont dangereux, on vérifie les pictogrammes, comme on les connaît bien, donc ceux que vous pouvez voir ici avec les anciens, mais maintenant on ne les trouve plus, et les nouveaux ici. On fait attention à la façon dont on s'habille, donc les gants, les lunettes, etc. On fait attention à la sécurité des montages. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de pression? Est-ce que la température ne va pas devenir trop forte? Est-ce qu'il n'y a pas des risques d'inflammation, etc. Et on fait attention aux déchets. On ne jette pas n'importe quoi, n'importe où. Donc ça, c'est bien évidemment très important, surtout en chimie de synthèse, où on va généralement utiliser des produits qui ont tendance à être nocifs. Ensuite, cette synthèse, il va falloir l'optimiser. L'optimiser, ça veut dire éviter que la synthèse d'un produit prenne 3 jours. On va vouloir qu'elle se fasse généralement en quelques heures au maximum, voire même quelques minutes si possible. Donc pour ça, on va essayer de l'accélérer et on va essayer d'optimiser son rendement, c'est-à-dire produire autant de produits désirés que l'on peut. Et pour ça, il y a différentes techniques qui vont être utilisées. Alors, la première, c'est le choix des réactifs et leur quantité. Donc bien sûr, en fonction du choix des réactifs, ça va fonctionner plus ou moins bien. Donc il faut bien choisir son réactif. Et puis, jouer sur les quantités. On l'a déjà vu, en ajoutant un réactif, par exemple, on a tendance à déplacer l'équilibre d'une réaction dans le sens direct, donc vers la fabrication de produits. Donc en mettant un des réactifs en excès, on va augmenter le rendement. Donc ça peut être utile. Généralement, on va prendre en effet le moins cher, puisque ça permet ainsi donc d'augmenter le rendement sans que ça coûte plus cher. On fait attention au choix du solvant. Une réaction peut se faire beaucoup mieux dans un solvant ou dans un autre. On peut le comprendre, puisque le solvant, c'est l'environnement dans lequel les molécules vont se rencontrer. Si on est dans un solvant qui favorise la rencontre, eh bien, la réaction a beaucoup plus de chances de se produire que dans une situation où le solvant n'aide pas les réactifs à se retrouver. Le choix du catalyseur, vraiment très important. Très souvent, on va rajouter un catalyseur lorsqu'on fait de la synthèse. Il y a des catalyseurs naturels, donc qui viennent après, ça va être la température, etc., la pression, etc. Et aussi la catalyse chimique. Donc là, on va utiliser des espèces qui vont favoriser, accélérer la réaction. L'acide sulfurique est un très bon exemple, on l'utilise très souvent. Donc quand vous voyez une réaction auquel on rajoute un peu d'acide concentré, surtout si les quantités ne sont pas hyper précises, généralement vous avez affaire à un catalyseur dans ce cas-là. On va ensuite choisir le montage le plus approprié en fonction de ce que l'on a besoin de faire. On fait attention à la sécurité, on fait attention au coût, bien sûr, si ça revient trop cher, ça n'a pas vraiment d'intérêt, et bien sûr à l'impact sur l'environnement. Donc lorsqu'on fait une synthèse, cette synthèse, elle se détache en 4 parties, qu'on appelle tout d'abord la synthèse, la réaction, puis l'isolement, qui va nous permettre de récupérer, d'isoler l'espèce qui nous intéresse. Vient ensuite ce qu'on appelle la purification. Donc même lorsqu'on a isolé l'espèce que l'on veut, cette espèce ne va pas être parfaitement seule, donc on va purifier le mélange de manière à récupérer seulement l'espèce qui nous intéresse. Et enfin, la caractérisation qui va nous permettre de vérifier qu'on a bien fabriqué la bonne chose. Donc ça, c'est ces 4 étapes. Alors si on regarde ces 4 étapes un petit peu plus en détail, donc tout d'abord la réaction, on utilise un montage approprié, d'accord ? Ce montage, par exemple, comme celui-ci, avec une ampoule de coulée munie d'un réfrigérant que vous pouvez voir ici. Et généralement, on va chauffer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle
souvent un montage à reflux, cet ensemble d'un réfrigérant et d'un chauffage qui va se trouver en dessous. Alors quel est l'intérêt de ce montage à reflux qui est très utilisé? Eh bien, tout d'abord, ça va nous permettre de chauffer. Qui dit chauffer dit augmentation de la température. Qui dit augmentation de la température dit réaction plus rapide. Donc ça va permettre à la réaction de se faire plus rapidement. Par contre, si on imagine qu'on avait juste un chauffage puis un bouchon à ce niveau-là, eh bien, en chauffant, il va y avoir des vapeurs qui vont être produites. Ces vapeurs vont augmenter la pression et il va arriver un moment où la pression à l'intérieur du ballon sera trop élevée. Et dans ce cas-là, on risque des projections. Donc le bouchon sera envoyé en l'air et on risque d'avoir des projections de produits. On va perdre les produits que l'on cherche parce qu'ils seront sous forme de vapeur. On risque de perdre des réactifs. On risque des problèmes de sécurité, etc., etc. Donc cette méthode-là ne fonctionne pas. On a donc besoin de rester à pression atmosphérique. Donc on a besoin de garder le bouchon ouvert, de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème de surpression. Mais si on fait ça, c'est ce qu'on a dit, qu'est-ce qui va se passer? Les vapeurs vont sortir. Ces vapeurs qui vont sortir, elles peuvent contenir des réactifs, elles peuvent contenir le produit qu'on essaye de fabriquer. Et donc ça n'avance pas, ça ne nous aide pas dans la fabrication de notre espèce. Donc pour ça, on va utiliser un réfrigérant comme celui-ci ici, dont le principe est très simple. Les espèces ici chauffent et sont vaporisées. Elles montent ici, puis dans ce réfrigérant, donc il y a de l'eau qui circule ici entre le tube extérieur et les boules à l'intérieur. Et dans ce cas-là, les vapeurs, lorsqu'elles montent, sont refroidies par l'eau qui circule. Ça condense ces vapeurs qui vont redescendre et retomber dans le mélange. Donc de ce fait-là, les espèces qui s'évaporent reviennent dans le mélange. Et donc on ne perd rien. Donc on ne perd pas les produits, on ne perd pas les réactifs, on ne risque pas des problèmes de sécurité ou d'intoxication du fait des vapeurs que l'on pourrait respirer au-dessus. Donc c'est un montage qui est très souvent utilisé. Donc le montage à reflux. Celui-là, c'est celui qui est à connaître absolument. Ici, on a par exemple une ampoule de coulée. Donc ça permet de rajouter, parfois dans certaines synthèses, on a besoin de rajouter les réactifs au fur et à mesure. Donc là, on peut ouvrir ce robinet pour rajouter des réactifs petit à petit au fur et à mesure de la réaction, sans avoir à ouvrir le ballon et avoir le risque des vapeurs qui s'échappent. Donc ça, c'est un système, voilà, c'est un type de montage que l'on peut utiliser pour faire une synthèse. Une fois que la synthèse est faite, on va donc passer à la partie isolement, dont l'objectif, on l'a dit tout à l'heure, est de séparer le produit qu'on cherche des réactifs qui n'ont pas réagi, donc il va rester des réactifs dans le ballon. Le catalyseur, on veut l'enlever, on n'en a plus besoin. Des solvants qui sont là juste pour que les réactifs se rencontrent. Parfois, un des réactifs joue le rôle de solvant. Parfois, on met un solvant extérieur qui, lui, ne réagit pas, mais permet aux espèces de se rencontrer. À l'issue de cette étape d'isolement, on va obtenir le produit brut. Alors il y a plusieurs méthodes que l'on peut utiliser. Une filtration traditionnelle, mais c'est très long. Généralement ça avance peu. Une filtration sous vide avec ce qu'on appelle un Büchner. Donc là c'est tout simplement on va faire le vide en dessous du filtre de manière à ce que la pression atmosphérique augmente la rapidité de filtration. Donc ça va être une filtration beaucoup plus efficace. Si vous avez l'espèce que vous recherchez qui a une température d'ébullition plus faible que les réactifs par exemple, eh bien vous pouvez tout simplement utiliser une distillation. Et là, vous allez faire évaporer l'espèce que vous recherchez. On peut utiliser aussi un évaporateur rotatif, c'est ce que vous avez ici, donc qui permet de faire évaporer de façon bien plus efficace parce que, vous voyez, vous faites chauffer ici, ça s'évapore et ici c'est refroidi et ça revient dans ce petit ballon ici. Donc en fait ça permet de récupérer l'espèce que l'on recherche directement sous forme condensée. Donc ça c'est un système très bien et ça tourne. Ce système-là tourne, c'est pour ça que c'est un évaporateur rotatif, ce qui permet d'homogénéiser la température à l'intérieur. On peut faire une chromatographie sur colonne, on va y revenir. Et si vous avez deux phases, eh bien, on peut utiliser aussi une ampoule à décanter pour isoler les différentes espèces. Donc là, il y a d'autres méthodes, mais c'est déjà pas mal si vous comprenez un petit peu toutes ces méthodes-là. L'objectif étant donc d'extraire le produit voulu
de tout ce qui reste dans le ballon, les réactifs, le catalyseur, les solvants, etc. Alors revenons maintenant sur cette chromatographie sur colonne. Alors cette chromatographie sur colonne consiste à séparer les espèces. Alors vous connaissez tous la chromatographie sur couche mince, où on place un échantillon en bas d'une feuille, et puis au fur et à mesure que le solvant monte dans le papier par capillarité, on a des points qui apparaissent et qui permettent d'identifier les différentes espèces qui sont présentes dans le mélange. Alors, la chromatographie sur colonne, elle fonctionne sur le même principe, sauf qu'elle va nous permettre de récupérer les différentes espèces. Alors le principe est très simple. Vous avez dans un tube une phase qu'on appelle la phase stationnaire, qui est représentée en gris ici. Vous appliquez en haut l'échantillon, donc qui représente votre mélange, et puis vous allez appliquer ensuite un solvant, donc ce qu'on appelle la phase mobile. Lorsque vous appliquez ce solvant va descendre dans la phase stationnaire pour s'écouler dans un tube en bas. Mais au fur et à mesure que ce solvant descend, il va passer par l'échantillon. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'affinité des différentes espèces de l'échantillon est différente pour ce solvant et la phase stationnaire selon les différentes espèces. Donc on peut avoir une espèce par exemple qui est particulièrement adepte du solvant de la phase mobile, mais pas beaucoup de la phase stationnaire. Dans ce cas-là, c'est le cas du rouge ici, dans ce cas-là, cette espèce chimique va avoir tendance à descendre avec le solvant. Elle va partir avec le solvant. Si au contraire vous avez une espèce qui aime peu le solvant mobile et beaucoup le solvant, la phase stationnaire si vous voulez, eh bien comme le vert ici, celui-là va rester en arrière. Il va refuser autant que possible de suivre le solvant. Il va descendre vraiment très doucement. Donc petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous avez le rouge qui descend de plus en plus vite, le vert qui descend moins vite, et il va arriver un moment où le rouge arrive tout en bas de la colonne, et on va pouvoir le récupérer. On continue à rajouter du solvant, et éventuellement, le vert va finir par descendre lui aussi, et on peut le récupérer. De ce fait-là, de ce mélange que l'on avait au départ, on a récupéré les deux produits. Donc voilà le principe de la chromatographie sur colonne. Je vous laisse donc répondre aux quelques petites questions ici qui utilisent cette chromatographie sur colonne dans la deuxième partie et le principe de l'extraction de façon générale. Donc je vous laisse revenir là-dessus et puis vous arrêtez la vidéo, vous revenez ensuite et je vous donne la correction. Bien, donc sur cette première question, on vous demande lors de l'extraction liquide-liquide, donc vous avez deux liquides, vous les séparez. Pourquoi faut-il que le solvant ajouté soit non miscible au solvant d'origine? Donc ici, si on regarde un petit peu ce qui va se passer, donc vous avez dans une ampoule à décanter, ici, le solvant d'origine avec les deux espèces que l'on cherche à séparer. Et il faut que cette espèce A soit très soluble dans le solvant d'origine, mais peu dans le solvant qu'on va rajouter, le solvant d'extraction. Une espèce B qui, elle, est peu soluble dans le solvant d'origine, mais pour le moment il n'y a que ça, donc elle y reste, est très soluble par contre dans celui qu'on va rajouter. Vous ajoutez ensuite le solvant 2, et ici, qu'est-ce qui va se passer quand vous agitez? Eh bien, l'espèce A va rester avec le solvant 1, parce qu'elle le préfère, par contre l'espèce B, elle, va aller avec le solvant 2. Ici, c'est important que vous ayez, alors bien sûr la flèche elle vient jusque là normalement, c'est important que vous ayez ici deux espèces qui sont non miscibles pour les deux solvants, de manière à ce que ça vous donne deux phases, ici et ici, qui sont distinctes. De ce fait-là, vous allez ensuite pouvoir récupérer soit d'un côté le solvant 1 plus l'espèce A et le solvant 2 plus l'espèce B. Et ensuite, il suffit de faire évaporer le solvant, généralement, pour récupérer l'espèce que l'on recherche seule. Donc voilà pourquoi on se place dans ces conditions-là. Donc pourquoi il faut que le solvant ajouté soit non miscible au solvant d'origine. Alors si on prend une synthèse en milieu aqueux, on désire isoler le benzaldéhyde. Quel solvant va-t-on utiliser? Eh bien ici, on peut regarder sur le tableau et on voit que le benzaldéhyde n'aime pas bien l'eau, par contre il aime beaucoup l'éther ou l'éthanol. Donc on pourrait rajouter soit de l'éther, soit de l'éthanol pour récupérer le benzaldéhyde qui est mélangé à d'autres choses.
Par contre, le problème, c'est que si on rajoute de l'éthanol, l'éthanol, on le voit, se mélange avec l'eau. Donc de ce fait-là, même si le benzaldéhyde part dans l'éthanol, vu que l'éthanol est mélangé avec l'eau, le benzaldéhyde finalement reste dans l'eau et impossibilité de les séparer. Donc ici, on va utiliser l'éther parce que lui n'a pas de miscibilité avec l'eau. Donc ça va nous faire deux phases distinctes. Le benzaldéhyde va partir dans l'éther pendant que le reste va rester dans l'eau. Et de ce fait-là, on va pouvoir récupérer le benzaldéhyde en compagnie de l'éther et ensuite il suffit de faire évaporer l'éther pour récupérer le benzaldéhyde. Le processus d'isolement de la figure 4, on l'a dit, c'est une chromatographie sur colonne. Est-ce que l'échantillon est pur? Eh bien non, puisqu'on voit bien qu'il y a deux espèces, la verte et la rouge. Comment appelle-t-on la phase mobile? Alors ici c'est marqué le solvant. Alors vous vous en souvenez peut-être de la CCM, on appelle ça un éluant, l'espèce qui migre, donc qui bouge dans la chromatographie. Et comment expliquer qu'une espèce migre plus vite que l'autre? Eh bien tout simplement parce qu'elle a une affinité différente pour le solvant. Donc si elle a plus d'affinité, donc elle préfère ce solvant, elle va migrer plus vite que si elle ne l'apprécie pas particulièrement. Donc le rouge par exemple a plus d'affinité pour le solvant que le vert. Vient maintenant la troisième étape qui est la purification. Donc là on va chercher à enlever les impuretés dans le produit qui a été isolé. Comment on peut faire ça? Deux méthodes essentielles. On peut recristalliser un solide, donc on va utiliser sa différence de solubilité dans un solvant. Par exemple, très souvent on peut utiliser de l'eau salée. Donc vous rajoutez de l'eau salée et l'espèce en question n'aimant pas du tout ce solvant, elle ne va pas avoir d'autre choix que de cristalliser sur elle-même. Donc elle va redevenir solide. Et ensuite, on peut la filtrer pour la séparer du reste. Ça, c'est pour quelque chose que l'on peut transformer en solide. Et par contre, pour un liquide, on va utiliser la distillation. Donc là, on va jouer sur les températures d'ébullition pour extraire l'espèce qui nous intéresse. Vient enfin la dernière étape, c'est la caractérisation. Donc ça, c'est pour vérifier qu'on a fait du bon travail. Donc là, on a plusieurs méthodes qui peuvent être utilisées selon si l'espèce en question est solide ou liquide. On peut mesurer sa température de fusion. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un Bank-Hoffler. C'est ce qui est représenté ici sur ce schéma. Donc ici, vous avez une température qui augmente le long de cette partie-là. Donc plus vous allez vers la droite, plus la température augmente. Donc vous allez placer votre échantillon par exemple à cet endroit-là. Puis grâce à ce petit système ici qui va venir se poser sur la plaque, vous allez le déplacer de la gauche vers la droite. Et il va y avoir un moment où ce solide va se transformer en liquide. Il va y avoir fusion. À ce moment-là, vous avez trouvé la température de fusion. Et il suffit de venir lire sur cette graduation ici la température correspondante. Autre méthode pour le solide que l'on peut utiliser, c'est la température d'ébullition. Donc cette fois, on va le faire chauffer, puis le faire vaporiser carrément. On peut utiliser une spectroscopie infrarouge ou RMN en le dissolvant dans un solvant. Ou on peut utiliser la chromatographie sur couche mince ou même la chromatographie sur colonne. Pour les liquides, à peu près les mêmes. Un de plus, c'est l'indice de réfraction, donc que vous connaissez depuis la seconde. Et pour ça, on va utiliser un réfractomètre que j'ai ici. Ce réfractomètre, voilà, vous allez tout simplement déposer un échantillon ici, dans cette partie-là, puis regarder par cette partie-là. Et ça va vous donner l'indice de réfraction. Vous savez, ce petit n que vous avez utilisé par le passé. Et en fonction de l'indice de réfraction, on va pouvoir remonter. Donc là, vous voyez, l'indice, il est là. On va pouvoir remonter jusqu'à l'espèce qui nous intéresse. Et donc, ça nous permet de savoir de quoi il s'agit. Enfin, une fois que tout ce travail est réalisé, il est temps de vérifier que ce que l'on a fait fonctionne bien. Et pour ça, on va mesurer ce qu'on appelle le rendement. C'est-à-dire, est-ce qu'on a bien fabriqué autant de produits qu'on espérait produire. Pour ça, eh bien, tout ce que l'on va faire, c'est mesurer la quantité de matière de ce qui était désiré, qui a été obtenu, sur la quantité de matière qu'on aurait dû obtenir si tout s'était très bien passé. Donc, si jamais la réaction n'avait eu aucune perte, qu'on avait fait une purification parfaite, etc. Combien on aurait obtenu? Et on va mesurer donc ce qu'on appelle le rendement. Et donc ce rendement-là, bien sûr, il faut qu'il soit
le plus élevé possible et on va trouver un nombre entre 0 et 1. Il suffit de multiplier par 100 pour avoir un pourcentage. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que dans le cas d'une synthèse avec plusieurs étapes, ce qui sera très souvent le cas, vous allez avoir du coup des rendements à chaque étape. Et si vous avez une étape qui a un mauvais rendement, eh bien ça va vous modifier, vous embêter sur le rendement de toute la chaîne. Pourquoi? Parce que le rendement total, c'est le produit des rendements de chaque étape. Donc si vous avez un rendement qui est très mauvais, par exemple 10%, sur une des étapes, ça vous fait 0,1. Quand vous allez multiplier ce 0,1 par les autres rendements, vous allez avoir un rendement qui diminue grandement. Et de ce fait-là, vous allez avoir un rendement de synthèse qui sera mauvais. Donc il faut vraiment optimiser chacune des étapes de la synthèse. Voilà donc ce qu'il en est pour ce cours sur la chimie orga et la chimie de synthèse. On reviendra dans une prochaine vidéo sur la partie sélectivité.